C'est cadeau, le talk de l'immobilier, offert par Bernard Cadot. Merci beaucoup, il fallait pas vraiment. Ah non, voilà. Oh écoutez. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première émission de C'est cadeau. C'est cadeau, c'est votre émission, c'est pour débattre, c'est pour discuter et c'est également pour informer. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui, pour cette première, de recevoir Christine Fumagalli. Bonjour Christine. Ainsi que Philippe Taboret, je vais vous les présenter Bonjour Bernard, bonjour Christine. Bonjour plus en détail. Donc Christine, vous êtes la présidente du réseau Orpi. Deux mots peut-être de ce joli réseau. Ce n'est que le premier réseau en France avec plus de 1300 points de vente et, voilà, et on a une existence de plus de 50 ans sur le marché avec un modèle unique puisqu'on est en modèle coopératif, voilà, donc ce qui nous différencie de la concurrence. Et les notions et les sujets de crédit, bien sûr, vous concernent sont au et cœur concernent même de notre métier. les professionnels du réseau Orpi. Tout à fait. Et vous, de votre côté, Philippe, président d'honneur de l'APIC. Qu'est-ce que c'est que l'APIC ? L'association professionnelle des intermédiaires de crédit qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'intermédiation de crédit en France. Voilà, donc vous avez tout dit. Ce que vous avez omis de dire, parce que c'est votre modestie légendaire, c'est que ça fait plusieurs dizaines d'années, peut-être 20 ans que vous êtes sur le secteur, sur le marché. On pourrait même dire 40 presque. Même 40, bon alors vous voyez, je ne voulais pas aller jusque-là, et que vous connaissez parfaitement, bien sûr, le domaine du crédit, les systèmes de financement. Vous avez pu aussi être un observateur privilégié des différentes crises qui ont émaillé l'histoire récente de l'immobilier et des crédits immobiliers. Donc vous êtes vraiment le spécialiste français du crédit. Je suis ravi de vous avoir. Merci tous les Bernard. deux pour évoquer, donc vous l'aurez compris, les crédits immobiliers. Est-ce qu'on peut essayer de faire la part des choses, de dire peut-être ce qui ne se dit pas ailleurs, et en tout cas d'aller au fond des choses, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le crédit. Alors, je vous propose qu'on essaie de faire ça en 3 parties. Une première partie qui serait sur les taux, parce qu'il faut bien en parler. Est-ce que c'est bas ? Est-ce qu'on va descendre encore, etc. L'autre partie pour savoir si c'est toujours aussi facile d'emprunter, parce que moi, je lis et j'entends pas mal de choses en ce moment sur ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, une dernière partie consacrée aux perspectives, parce que ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser nos téléspectateurs, qui peuvent d'ailleurs, je vous le rappelle, nous joindre sur pdatv.fr, eh bien, c'est savoir ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, peut-être dans les mois qui viennent. Donc, on va peut-être attaquer tout de suite avec vous, Philippe. Est-ce que les taux qui sont historiquement bas peuvent continuer de baisser ou est-ce qu'ils ont déjà commencé de remonter un petit peu ? Alors je réponds tout de suite à la question, mais je voudrais faire un préambule, si tu me permets Bernard. Alors, allez-y. Et après, je répondrai rapidement à la question. En préambule, c'est de rappeler que le crédit, c'est la pierre angulaire de l'accession à la propriété. C'est l'immobilier qui est concerné, et on sait que c'est le rêve des Français. On sait que c'est aussi une de leurs préoccupations principales que d'accéder ou de se loger simplement. Et nous participons par le moyen du crédit à financer ces projets. C'est 85 à 90% des Français qui empruntent pour devenir propriétaires. Donc c'est un élément essentiel et souvent primordial à une opération d'investissement. Oui, pas d'achat immobilier sans crédit, bien évidemment. Bien sûr, il faut le rappeler. Alors les taux, où en sont-ils ? Ils sont encore aujourd'hui à des niveaux historiquement bas puisqu'on flirte avec les 1% sur 20 ans, un peu plus pour les moins bons dossiers, un peu moins pour les dossiers de meilleure qualité que les banquiers veulent prendre. Donc des taux qui sont historiquement bas, on n'avait jamais atteint ces niveaux aussi bas. Ils ont commencé quand même à infléchir, c'est-à-dire que les barèmes des banques ont, depuis ce mois d'octobre, commencé à être à la hausse, 0,05, 0,10, 0,15 pour certains, ce qui montre une tendance qui va effectivement suivre la reprise économique, le retour de l'inflation, tous ces éléments purement financiers qui participent à définir les conditions de crédit des banques. On est à 1 quelque chose, là, en moyenne ? En moyenne, oui, on est à 1,15 ou 1,20 Oui. En moyenne. Maintenant, encore une fois, un très bon dossier aujourd'hui décroche du 0,70 sur 20 ans. Donc, vous voyez, la moyenne ne veut pas dire tout. Oui. Et vous, Christine, dans le réseau Orpi, vous le constatez, bien évidemment. Est-ce que c'est la chasse aux meilleurs taux ou est-ce que c'est plutôt l'idée de trouver la meilleure façon de construire le projet de financement de ses clients ? Parce qu'à ce niveau-là de taux, le 0,05 de plus ou de moins, finalement, c'est pas si important que ça ?
Complètement. Aujourd'hui, la vraie préoccupation, c'est déjà de rentrer dans les normes. On en parlera sûrement je dirais, les conditions d'octroi qui ont quand même été resserrées. On en a subi les conséquences directes avec certains clients. Et c'est comment monter, faire un montage pour aller vers son projet de l'immobilier. Donc, c'est plus un montage qui est posé, qui est réfléchi dans le cadre d'un projet. Bien sûr, gagner un peu sur le taux, sur l'assurance, voilà, forcément que ça intéresse beaucoup de personnes, mais c'est pas la priorité du moment. En fin de compte, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir accès ou pas? Parce que la question se pose aujourd'hui alors qu'elle se posait peut-être moins il y a encore un an. Mais une fois qu'on sait qu'on a accès au crédit, c'est effectivement voir quel est le meilleur montage possible pour pouvoir accéder à la propriété, qui est, je rejoins Philippe, la priorité de nos concitoyens. Et du coup, on se tourne plutôt vers un courtier que vers un banquier traditionnel? Alors, en fin de compte, on s'aperçoit que les clients ont spontanément plutôt une première démarche vers leur banque habituelle, au moins pour une première ébauche. Ensuite, sont plutôt tournés vers des courtiers. C'est vrai que l'avantage du courtier, c'est d'avoir une vue globale d'ensemble de quel est le meilleur organisme à un moment donné compte tenu de son profil, hein, puisqu'on sait que les banques n'ont pas toutes les mêmes politiques au même moment. Et ensuite, d'aller retourner voir leur propre banque pour essayer de grignoter les quelques points qui manquent ou des frais qui auraient été comptés et demander à ce que les frais soient annulés, par exemple. Alors moi, si j'entends bien Christine, on se sert un petit peu du courtier pour revenir challenger son propre banquier. C'est comme ça que vous voyez les choses ou alors le courtier finit par gagner? Ouais, c'était historiquement vrai ça. Hein. On allait voir le courtier pour améliorer l'offre de prêt qu'avait fait son banquier. C'est de moins en moins vrai puisque en fait il y a une sorte de désamour des banques et il y a surtout une expertise qui est aujourd'hui détenue en termes de crédit par les courtiers, plus que par les banquiers qui traversent une période compliquée depuis quelques années et se réorganisent différemment. D'ailleurs, nous font de plus en plus confiance pour s'occuper de cette charge d'expertise et ensuite d'accompagnement de l'emprunteur vers la solution du financement et donc l'accession. Et aujourd'hui, non, en fait, les clients ont bien sûr un banquier, et s'ils sont bien, et puis si c'est une bonne banque, elle va peut-être leur donner des bonnes conditions, ils vont l'avoir, c'est légitime. Ils comparent, et parce qu'aujourd'hui, il faut tout comparer, il faut tout mesurer, et donc avec un courtier, c'est pratique, puisqu'on a d'un seul coup une vision globale du marché, et puis à ce moment-là, où c'est meilleur ou c'est moins bon, où la solution apportée par le courtier est meilleure, elle a plus d'options, elle permet à la fois d'avoir des meilleurs taux, une meilleure assurance, mais aussi de la rapidité, de l'efficacité. Enfin, il y a tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte, ou alors je reste à ma banque. Libre, le choix est libre pour bien sûr l'emprunteur. Donc si on a un premier conseil à donner à nos téléspectateurs, c'est de comparer, de regarder, de ne pas s'arrêter forcément à la première offre, et puis d'essayer d'optimiser. C'est un petit peu ce qui se passe, je pense, au quotidien. Bien sûr, l'optimisation, et par rapport à ce qui vient d'être dit, bien sûr que la recherche des meilleures conditions est importante, mais les clients ont besoin d'être pilotés, aidés tout au long de leur projet. Et c'est aussi le contact et le lien qu'ils vont avoir. Et c'est vrai que par rapport au courtier, qui a peut-être une façon plus familiale d'accueillir les clients et de les conseiller, peut remporter la mise sur beaucoup de dossiers, parce que voilà, le delta avec la banque classique, aujourd'hui est tellement minime que voilà, on privilégie la relation dans le temps. Oui, c'est bien ça, c'est sur en fait, cette disponibilité, l'expertise, parce qu'on ne fait que ça, hein. C'est pas qu'on est meilleur ou plus intelligent que les banquiers, c'est pas vrai. Simplement que nous n'avons qu'un produit à vendre, c'est le crédit. Et le crédit immobilier spécifiquement, avec l'assurance aussi, puisque nous sommes aussi courtiers en assurance pour optimiser à la fois le taux du crédit et le taux de l'assurance, qui participent pour beaucoup au coût final du crédit. Et à la garantie de l'emprunteur surtout. Donc en fait, en étant complètement spécialisé, on arrive à offrir des services qui sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus permanents tout au long de l'opération. Une opération se traite entre 3 et 6 mois de délai, entre l'ancien et le neuf. Et pendant toute cette période, votre courtier, votre conseiller vous accompagne, avec bien sûr son staff, pour vous apporter tous les conseils à chaque étape du projet. Et c'est du sur-mesure, parce qu'il n'y a pas un seul, il faut le rappeler, il n'y a pas un seul projet immobilier qui ressemble à un autre, parce que la situation de chacun est bien sûr différente. Alors, on va venir maintenant à cette deuxième partie de notre entretien concernant le durcissement, parce que, c'était un petit peu en filigrane dans vos réponses respectives tout à l'heure. Finalement, c'est pas tellement le taux, parce qu'ils sont tellement bas, c'est pas tellement le taux qui est important, c'est surtout aussi les conditions d'accès. Et là encore, moi, ce que j'observe,
j'observe et ce que j'entends, et j'imagine que vous aussi, c'est qu'il y a en ce moment un durcissement dans l'accès au crédit, et notamment pour certaines catégories de personnes. Alors il y a toujours ce paradoxe que, on pourra peut-être en parler, le marché est très très actif, le marché immobilier est très actif en ce moment, mais en même temps un durcissement, donc j'ai l'impression que c'est plus tout à fait les mêmes personnes qui peuvent accéder au crédit. Est-ce que vous confirmez ça, Christine ? Complètement, on l'a vraiment senti et dès la fin de l'année dernière, où effectivement les conditions ont été resserrées. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les primo-accédants aujourd'hui, par nature, ont souvent peu d'apports, ou en tout cas pas du tout, donc bien souvent dans la plupart des cas. Donc eux se voient effectivement interdit l'acquisition, et notamment dans les zones où les prix sont très élevés, avec les zones extrêmement tendues. S'ils n'ont pas la chance d'avoir un accompagnement de la famille ou des parents proches qui peut effectivement permettre soit un montage style SCI, soit effectivement une donation pour faire de l'apport. Et on a également, et ce qu'on a constaté, c'est que certains profils inquiètent les banques, notamment les commerçants, les artisans, tous ceux qui ont pu souffrir en fin de compte de la période de confinement de 2020, sont aujourd'hui des personnes qui ont du mal à avoir l'accès au crédit. On a même les professions libérales. Moi, j'ai vu des médecins se voir refuser des prêts alors qu'ils avaient un accord de principe début 2020 qui, fin 2020, c'était terminé, on n'en voulait plus. Donc, Alors c'est quand même un paradoxe parce que vous évoquez des populations qui travaillent, qui produisent des richesses, qui font partie de l'économie réelle, qui au quotidien remplissent un rôle et social et économique, qui donc gagnent de l'argent, et on leur dit finalement on ne peut pas vous financer. Est-ce que c'est ce que vous faites ? Enfin, malheureusement, ce à quoi vous êtes amené à faire en tant que courtier, ou tout simplement, est-ce qu'il y a des solutions pour ces gens-là ? Alors notre rôle, c'est bien sûr de se battre pour nos clients. Donc on va essayer de trouver des solutions. Malgré tout, on ne va pas s'arrêter sur un refus puisqu'on a toutes les banques avec qui on peut travailler. Donc on va essayer de trouver les solutions ou aménager le dossier pour qu'il puisse à la fin être apprécié par un banquier. Dans ce que dit Christine, il y a deux choses qui sont bien distinctes. Il y a les critères qui ont été imposés par le ministère des Finances, le fameux HCSF. Ah oui, il faut nous dire un petit peu ce que c'est que le Haut Conseil cet organisme. Oui, je vais vous en parler. Et puis de l'autre côté, les critères de risque. Alors le rôle d'un banquier, ça a toujours été d'analyser un risque à un moment, à un instant T, dans un projet de vie qui est un investissement de long terme, qui est l'achat immobilier, et un crédit lourd à supporter. Donc il analyse le risque. Et puis il y a des périodes économiques ou d'emploi ou autres qui sont favorables, où on va prêter facilement. Il y a des moments où ça se durcit, l'économie se durcit, des risques de chômage, on ne va pas entraîner des gens dans la difficulté, donc on va plutôt refuser. Donc ça a toujours existé, et c'est là où fait très bien son rôle le banquier, avec notre aide bien évidemment, mais fait très bien son boulot, puisqu'en définitive en France, on est le pays où il y a le moins d'impayés, le moins de contentieux de crédit immobilier. Oui, parce que le système est sain finalement, comparé le système de financement oui. comparé à d'autres pays. Pour une simple raison, c'est que les banquiers ont toujours prêté en France dans une doctrine, dans une manière d'approcher les risques, qui est de prêter à un emprunteur. Et on ne prête pas sur un bien immobilier comme dans la culture anglo-saxonne. Vous avez quelque chose à donner en garantie, on vous prête, vous gagnez ou pas votre vie, on s'en fout, on a toujours cette garantie. En France, on ne fait pas ça. On prête parce qu'on peut rembourser. Le bien immobilier, en dernier recours, il viendra effectivement compenser une difficulté, mais ce n'est pas le but recherché. Donc on est vraiment dans une pratique très saine qui consiste à ne prêter qu'à des gens qui sont solvables. D'accord ? Nous sommes cultivés en plus en tant que courtiers justement à analyser ces risques et à les approcher pour faire sortir des dossiers, et on est très rigoureux sur cette approche. Alors, excusez-moi de vous couper, Philippe, mais quand on entend Christine nous dire un médecin ne peut pas se financer, un artisan qui embauche des gens qui travaillent, pour autant, ce n'est pas des gens insolvables, ça. Oui, alors Christine a cité des exemples où il y a bien sûr derrière tout ça des situations particulières. La restauration a souffert des déconfinements, l'hôtellerie, puis il y a plein de domaines d'activité, plein de secteurs économiques, des pans entiers qui ont été touchés, et puis d'autres qui en sont très bien sortis, ou même qui sont créateurs d'emplois et de richesses. Donc en définitive, il y a cette approche, on va être plus prudent que pour quelqu'un qui est dans l'aéronautique, par exemple, on sait qu'ils vont encore avoir quelques années difficiles, ou dans le tourisme, qu'avec des gens qui sont dans la fintech, où là, des développements et des embauches se font tous les jours, et puis l'économie se porte très bien. Donc, il y a cette approche du risque qui est faite par les banquiers, qui est vraiment spécifique à des situations. Elle est légitime. On peut s'en défendre, hein, on peut trouver des solutions. Et il y a quelque chose qui est, à mon sens, analyste, beaucoup moins légitime, c'est les critères du HCSF.
Parce que les critères du HCSF, là, on est dans le politique. Ils ont serré la vis encore, là, Alors, non? c'est le ministère des Finances, il faut le dire, c'est Bruno Le Maire qui a mis en place, effectivement, c'est lui le patron du HCSF. Et à l'intérieur, il y a la Banque de France. La Banque de France alerte sur un risque d'engagement de crédit. La France a pris de plus en plus de crédits ces dernières années. À un moment, il va falloir être prudent si on ne veut pas aller vers des risques. Et puis, en définitive, même si ces risques n'existent pas, ils anticipent une situation. Et en définitive, c'est venu pénaliser puisqu'on a réduit la capacité d'endettement à 35%. 33 était la norme habituelle, mais qu'on pouvait dépasser en fonction des situations particulières. Aujourd'hui, c'est 35. On avait des crédits jusqu'à 30 ans. Pour les jeunes, c'était très pratique de pouvoir choisir entre devenir propriétaire ou continuer d'être locataire. C'était le premier pas de l'accession à la propriété. On allait jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, c'est 25 ans maximum de crédit. Et puis, on exige de l'apport personnel. Et puis, on ne doit pas s'endetter au-delà de cette année de revenus. Donc, en fait, c'est des critères comme si la banque devait être administrée, alors que son boulot, c'est justement d'analyser le risque. C'est pas de mettre des gens dans la panade. Donc, on est venu imposer ces critères. Pour l'instant, on ne les a pas, et c'est ça qui m'inquiète, Christine, c'est qu'on ne les a pas encore subis, ces critères. Certaines banques ont suivi les règles petit à petit peu, ça date de début 2020. Ce qui s'est passé cet été 2021, c'est que le Haut Conseil a décidé de venir, on va dire, de punir les banques qui ne respecteraient pas ces critères tout simplement. Et là, on rentre dans un autre cycle, c'est-à-dire que des banques qui, jusqu'à présent, s'étaient un peu rapprochées, n'en étaient pas loin, mais respectaient, il y a une marge de 20%, mais on était plutôt à 30-40%, mais c'était justifié. Je finance une profession libérale, un médecin par exemple, avec des conditions bien plus fortes que je financerais quelqu'un qui a un SMIC de revenus. C'est logique, il y a une adaptation, il y a une logique d'analyse. Eh bien non, tous ces critères s'appliquent à toutes les catégories. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de crédits distribués. Bien sûr. On va en parler tout à l'heure dans les Deux perspectives, catégories. mais moins de crédits. Deux catégories, Bernard, qui sont tout de suite touchées. Christine l'a dit tout à l'heure, les primo-accédants. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore eu le temps d'épargner, j'ai pas encore mes revenus augmentent, mais je suis encore dans la limite. Je franchis la première marge de l'accession à la propriété. Donc j'ai besoin d'être soutenu au maximum par des longues durées, par des conditions d'accès au crédit faciles. Eh bien non, là on les exclut. Cela, vous allez rester locataire, vous attendez votre tour. Pour l'instant, vous mettez de l'argent de côté, vous payez des loyers. C'est ce qu'on leur demande. Et puis l'autre catégorie, les investisseurs. Les investisseurs qui, eux, ne peuvent pas subir 35% d'endettement. Puisque quand ils achètent, ils louent. Bien Donc sûr. en fait, c'est presque de l'opération financière, c'est presque de l'entreprise. Il faut raisonner comme on ferait du financement presque professionnel à partir du moment où des garanties sont apportées. Et ce n'est pas le cas, les mêmes critères s'appliquent. Donc il y a vraiment un bug dans le système qui fait que d'un seul coup, les banques vont devoir réduire énormément la voilure. Et je préconise une fin d'année compliquée d'ailleurs. Les ventes On va en parler. les On va en ventes ont parler, baissé. mais moi, je vous lisais, Christine, et vous dites il est urgent d'ouvrir le marché immobilier aux jeunes actifs. Un effritement de la demande des primo-accédants dans les zones tendues, c'est-à-dire les grandes métropoles pour la plupart. Effectivement, c'est ce que l'on constate. Et je relevais un autre chiffre, 85% des locataires de 25 à 34 ans, donc les fameux jeunes primo-accédants, se disent attirés par la propriété. C'est un sondage d'Opinionway qui nous dit ça. Et si je vous entends bien, quand ils viennent dans une agence Orpi, ces jeunes-là, cette catégorie-là, on est presque en train de leur dire ça va être compliqué. Alors, dans certaines zones, ça devient carrément impossible, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Tout ce qui est aujourd'hui les zones très tendues, on a perdu cette population. Avec un regret, c'est que c'est aussi des jeunes qui vont consommer, faire des enfants, grandir. Enfin bon, voilà, c'est de l'activité économique importante et il faut tout, il faut tout pour faire un équilibre dans les zones et pas que des quinquas ou des quadras pour pouvoir faire une vraie population et faire marcher l'activité économique. Donc ça, c'est inquiétant. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on constate que ces primo-accédants restent locataires de leur résidence principale, pour la raison dont on parlait tout à l'heure avec Philippe, et en fin de compte se tournent vers de l'investissement, alors soit de la résidence secondaire, le pied-à-terre, dans des zones, on va parler beaucoup des villes moyennes tout au long de l'année, parce que le marché permet effectivement une acquisition et de devenir propriétaire, ou de l'investissement locatif, parce qu'ils ont bien entendu effectivement qu'il y avait possibilité avec la pierre de se constituer un capital et une rentabilité, et se tournent vers les zones qui sont moins tendues. Alors on parle de Reims, on a parlé de Limoges, il y a des zones en France qui en bénéficient. Donc ils achètent moins cher que là où ils voudraient acheter à l'origine, c'est-à-dire là où ils travaillent. Mais néanmoins, l'attirance pour la pierre reste
importante pour eux. C'est évident que la pierre est importante pour eux. Et, ils ont bien cette notion de devenir propriétaire et ils choisissent aujourd'hui la formule qui leur convient le mieux. Je dirais, l'avantage de ce qu'on a vécu depuis 18 mois et de cette cartographie immobilière qui se redessine complètement et qui redonne des lettres de noblesse aux villes moyennes et à la province, c'est aussi le télétravail. Et je pense que cette population-là surfe complètement sur ces nouveaux codes du travail en disant, voilà, je sais que je peux aller travailler à distance, donc je peux me permettre d'aller acheter ailleurs qu'à côté de mon point de travail. J'ai un message là, et c'est une question pour tous les deux, sur pdatv.fr. Une question, c'est alors on ne prête qu'aux riches ? Est-ce qu'on ne prête qu'aux riches aujourd'hui ? La fameuse formule. La fameuse formule, oui. Oui, je trouve qu'elle va bien à notre époque, oui. Bon. Tristement. Oui, c'est pas très optimiste tout ça. Hein, non, ça va nous amener d'ailleurs à notre troisième volet et troisième Bernard, sujet. On se connaît un petit peu. Petit peu, oui. Vous savez que c'est pas mon tempérament que non, d'être justement, pessimiste. c'est pour ça que ça m'interpelle, ça. Je trouve assez dérangeant d'analyser une situation où on parle de reprise, on parle d'inflation, on parle de... Et puis il y a un domaine, alors c'est étonnant d'ailleurs, c'est presque paradoxal, qui n'a pas du tout souffert de la crise. C'est l'immobilier, où on a continué, on bat des records de nombre d'opérations, à part la promotion neuve qui avait été, les chantiers qui avaient été arrêtés. Et puis là maintenant que c'est la croissance, la reprise, c'est nous qui allons mal. L'immobilier va mal. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on veut le réduire, on veut le contraindre, on veut le surveiller, on veut le contrôler, etc. Alors que, encore une fois, c'est une aspiration première des Français, c'est un besoin, c'est un besoin primaire quand même, le logement. Et en plus, c'est une aspiration pour la retraite, il y a vraiment une invocation là-dedans. Et on a des taux bas. Pourquoi ne profiterait-on pas de la situation actuelle ? On a une reprise économique pour ceux qui ont les moyens, on va analyser cela, de pouvoir investir dans la pierre, qui est une dynamique économique formidable, pour construire son avenir et sa retraite ou loger sa famille. Moi, il n'y a pas là, je ne suis pas. Je suppose que Christine est d'accord avec ça, non ? À 300%. À 300%. Et Philippe le disait très bien tout à l'heure, il faut faire confiance aux banquiers. Ils ont cette gestion du risque, mais depuis, c'est pas nouveau, ça a toujours. été. On s'aperçoit aujourd'hui, et tu le disais, que voilà, on n'a pas des situations catastrophiques comme on peut le voir dans d'autres pays. Donc, c'est sidérant de voir, alors qu'on a un secteur qui fonctionne bien, qui pourrait tirer une partie de l'économie, on a besoin de logements, on en manque. Et puis, paradoxalement, on est en train de faire en sorte que une partie de la population puisse plus avoir accès à ce crédit, qui de toute façon est une nécessité absolue pour devenir propriétaire. J'ai un autre témoignage là. Le risque de voir se créer une fracture entre les seniors qui ont une épargne et les jeunes est vraiment un risque réel. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait. Techniquement, là, on en parle tous les jours en ce moment. L'inflation repart. Pénurie de matières premières, y compris sur des produits de première nécessité, etc. etc. Moi, quand j'entends inflation, immédiatement, je me dis les taux vont remonter. Est-ce que, parce qu'il y a une espèce de mécanique de ça, est-ce que ça, c'est une analyse qui est juste et est-ce qu'on est sous risque qu'ils augmentent de manière importante, enfin, à la fois importante et brutale ? Alors, brutale et importante, non, à court terme. Plus tard, on ne sait pas, mais en tout cas, à court terme, ils vont remonter, c'est certain. Ils vont commencer à remonter à partir de ce mois-ci, le mois prochain, d'ici la fin de l'année. Mais là, ce sera assez contenu, puisqu'on devrait être sur des hausses de 0,20, 0,25 maximum. Après, cette pente, est-ce qu'elle va continuer de progresser ? Ça dépendra de la croissance, de l'inflation, et surtout, ce qui a soutenu, et ce qui fait que les taux sont historiquement bas, c'est le soutien des banques centrales. Est-ce que les banques centrales vont continuer à alimenter l'économie, à faciliter l'accès à la liquidité, va protéger le marché obligataire ou pas ? Et ça, aujourd'hui aux États-Unis, ça couine un peu, ça commence à relâcher la bride. Et même Madame Lagarde en Europe commence à dire qu'à un moment, on va sortir de l'engagement que les banques centrales ont eu pour consolider le risque justement de crise financière. Et puis le retour de l'inflation est plutôt favorable malgré tout à la reprise et à la croissance, à partir du moment où c'est une inflation la bonne inflation, pas la mauvaise qui vient de l'énergie ou d'autres choses. Là, on est dans cette question. Donc, en réponse clairement, oui, une hausse qui va encore pénaliser certains accédants. D'ailleurs, ça va encore s'ajouter. Ajouter de la difficulté à la difficulté. Beaucoup, brutalement, non. D'accord. Bon, donc Christine, vous pouvez voir l'avenir là, des quelques mois qui arrivent de manière sereine, parce que même s'il y a un petit peu d'augmentation, ça ne devrait pas ralentir. On rappelle quand même que les transactions sont à un niveau très élevé, que peut-être il y aura encore des records de battus.
En tout cas, les notaires parlent de dépasser allègrement le million de transactions sur l'année. En tout cas, les chiffres chez Orpi sont ISO à 2019 aujourd'hui, en volume de compromis signés. Donc, c'est l'activité pure que nous avons donc en vente, sans parler des délais ensuite de réalisation. Donc, une même année que 2019, pour nous, serait plutôt une belle année, oui, c'est sûr. Bon, mais malgré tout, vigilant sur les taux et sur l'évolution du crédit, bien évidemment, puisque c'est intimement lié. C'est une évidence, c'est que nous arrivons, nous, au bout de la chaîne avec le crédit, et une fois que le choix est fait, si le financement ne peut pas se faire, et si les places des banques ne jouent pas le jeu, et n'accompagnent pas les clients, comme ils l'ont accompagné pendant des années, c'est sûr que le marché de l'immobilier va en subir les conséquences, c'est évident. Bien. Alors, on arrive au terme de cette émission et vous le savez, PDA TV, ça signifie, c'est l'acronyme de Place des Audacieux. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce que ça serait que l'audace ou que la meilleure définition ou l'illustration de l'audace pour vous en matière de crédit immobilier et de financement de nos clients ou de vos clients ? Alors, compte tenu de ce qu'on a dit là depuis le début de l'émission, j'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Philippe. Pour moi, ce serait de revenir à simplement à un bon sens, c'est de laisser les banques à la manœuvre. Elles nous ont prouvé qu'elles étaient capables de pouvoir être de bonnes gestionnaires. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans le temps. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. C'est vrai qu'on perd souvent le sens du bon sens et que ça peut être une forme d'audace. Exactement. Et de votre côté, Philippe, alors Oui, votre audace à vous. Là, ce qui est sous-entendu, c'est moins d'administration, en définitive. Pourquoi Oui. administrer tout ? Là, il faut... La vraie vie, quoi. La vraie vie. La vraie vie et le pragmatisme. Moi, l'audace, c'est assez facile, puisqu'on va rentrer en échéance présidentielle bientôt, en élection. Pareil, oui. Pareil. Et on n'entend toujours pas parler de logement. Et l'audace, ce serait peut-être d'avoir un ministère du logement qui pourrait avoir un programme logement pour la France, construire ces logements nécessaires qui nous manquent tant et pour lesquels les promoteurs nous annoncent encore des baisses de production chaque année. Comment va-t-on faire dans l'avenir ? La seule chose que j'ai entendue, qui est tombée ces derniers jours, c'est qu'on va prolonger d'1 an le prêt à taux zéro. Ouais, bravo. 2023 au lieu de 2022. Voilà. Alors, je donne la définition de ce qui n'est pas de l'audace, c'est ça. D'accord. Donc, la vraie audace, c'est un vrai ministère du logement. Et un vrai plan. Et avec un vrai plan de construction, parce que c'est vrai, vous avez raison, le logement est le grand absent pour l'instant de cette campagne présidentielle. On aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, merci infiniment d'avoir suivi cette émission, cette première émission de ces cadeaux. Merci à mes invités. Je rappelle, Christine Fumagalli, vous êtes la présidente du réseau Orpi France, les agences immobilières. Et vous, Philippe, vous êtes le président d'honneur de l'APIC. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets ensemble dans Ces cadeaux. Ces cadeaux, c'est votre émission, c'est pour discuter, c'est pour échanger et c'est pour vous informer. À bientôt. Ces cadeaux, le talk de l'immobilier.